Quand je parle d'écologie, donc je parle de cette tentative des êtres humains d'essayer de protéger, de prendre soin de l'environnement naturel. Moi j'appelle ça la planète sanctuaire. D'abord parce que dans le mot sanctuaire, je crois qu'il y a quelque chose de l'idée de sanctifier quelque chose, de le rendre presque sacré, donc une notion de respect qui va jusqu'au spirituel. Et alors cette écologie qui essaye de prendre soin de l'environnement naturel, à mon sens, pour le moment, elle est en échec, en grande partie. En fait, le seul succès de l'écologie que je connaisse, c'est le fait que les gens ont pris conscience qu'il y avait un problème écologique. La spiritualité peut venir au secours de l'écologie parce qu'il manque quelque chose de fondamental dans l'écologie. Et c'est pour ça que j'utilise le terme planète sanctuaire, c'est vraiment pour faire résonner, vibrer un petit peu, en fait, c'est cette dimension qui manque. L'idée de prendre soin de la planète, c'est une bonne idée. Donc c'est pour ça que la conscience écologique n'était pas si difficile à éveiller, parce que tout le monde est à peu près d'accord avec cette idée-là. Simplement, quand on veut prendre soin de quelqu'un, quand on veut prendre soin de quelque chose, il faut éprouver un minimum de respect pour cette personne ou pour cette chose. Aujourd'hui, on ne prend pas soin les uns des autres, on ne se respecte pas. On fonde une démarche sur une bonne idée, c'est-à-dire que c'est comme une démarche uniquement philosophique ou intellectuelle. C'est-à-dire on se dit, tiens, franchement, effectivement, quand je réfléchis bien et que je suis à peu près tranquille avec moi-même, je me dis, il faudrait quand même faire un peu plus pour la planète parce que j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien et on va essayer de faire des efforts. On peut avoir peur. Moi, je pense que les écologistes ont peur. Quand on pense à la planète, on a peur. La peur, ça peut être un moteur, mais ce n'est pas un moteur suffisant pour produire des actions qui soient constructives, qui soient durables. La peur, c'est quelque chose, c'est comme une bouffée d'anxiété soudaine, c'est pas quelque chose qui construit, c'est quelque chose qui détruit le plus souvent. Donc je pense que dans l'écologie, on a peur, on dépend de la planète, et la capacité à se reconstruire, si on disparaissait, la planète serait sauvée. Donc on a plus besoin d'elle qu'elle a besoin de nous. Et donc on ne peut pas dire que l'écologie devrait être fondée sur la peur, une peur pour la planète. Ça devrait être un désir de prendre soin. Et quand on veut prendre soin, par exemple, de ses enfants dans la vie quotidienne, on ne prend pas soin d'eux parce qu'on a peur, pas seulement en principe, il y a une autre dimension qui intervient. C'est quand on respecte quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et donc quand il y a cet amour, si j'ai un amour pour mon environnement naturel, pour les animaux, pour mes frères et sœurs humains, humaines, forcément je vais avoir tendance à les respecter. Si j'ai tendance à les respecter, que je sois chef d'entreprise ou particulier ou je ne sais quoi, mes actions seront fondées sur ce respect. On ne fait pas de mal à quelqu'un ou quelque chose qu'on respecte. Donc il manque absolument complètement le respect. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de vrai respect. Même un bon orateur écologiste aujourd'hui peut dire des choses intéressantes, intellectuellement bien construites, mais je ne sens pas souvent qu'il y ait du respect. On ne sent pas le cri du cœur. Le fait d'avoir un intérêt pour les oiseaux, comme les gens ont un intérêt pour les chiens et les chats quand ils se sentent seuls et qu'ils veulent être chez eux, pas forcément. Il y a des gens qui ont des chiens chez eux, c'est pas des amoureux des chiens. C'est des gens qui ont peur d'être seuls et qui peuvent même maltraiter leurs chiens. Mais c'est pas suffisant d'avoir un intérêt pour l'environnement naturel. Il doit y avoir une conscience spirituelle. Si on veut une écologie qui est fondée dans l'amour, pas juste un intérêt un petit peu exotique ou superficiel ou comme un loisir, il faut ramener la dimension de l'âme. Parce que c'est là où on commence à trouver la dimension d'amour la plus fondamentale. Prendre conscience de la différence qu'il y a entre une sorte de personnalité un petit peu matérialiste, laïque, qui s'intéresse aux oiseaux, aux arbres, mais qui n'y perçoit pas une unité de vie. Comme je disais, les oiseaux peuvent être reliés à la forêt et à l'être humain, etc. Et parce qu'il y a une perception de ce qui unifie tout ça, il y a une spiritualité. S'il n'y a pas ça, l'écologie, c'est du matérialisme.
Et le matérialisme échoue toujours. D'ailleurs, un écologiste qui penserait son écologie au milieu de la ville tous les jours risquerait forcément, à un moment ou à un autre, d'être très coupé en fait, de ce dont il parle. Parce qu'il est censé parler à partir de ce ressenti qu'on a dans le contact avec la nature. Et il y a beaucoup de gens qui ont un début, une émergence spirituelle dans le contact avec la nature. Donc ça nous apprend effectivement quelque chose. Le contact avec la nature, c'est le lien le plus courant parmi les matérialistes avec la spiritualité, une spiritualité brute. Ce n'est pas forcément une proximité avec Dieu, le divin ou quelque chose comme ça, c'est une proximité avec ce sentiment d'unité que l'on peut percevoir entre toutes les espèces vivantes et même les formes apparemment non vivantes. La question de l'action, ce n'est pas la question prioritaire, c'est une question nécessaire, on doit agir, on agit tout le temps, la vie est faite d'action, donc il n'y a pas de problème avec le fait d'agir. Le problème, c'est le fait d'agir à partir des moteurs dont je parlais tout à l'heure, que sont par exemple la peur ou le simple intérêt. Si j'ai un intérêt, si j'ai des intérêts, les entreprises par exemple qui ont des usines qui polluent, ont des intérêts. C'est un petit peu la même chose pour le militant écologiste. Quels sont ses intérêts? Quelles sont ses peurs? Je lui poserai d'abord cette question-là, même si ça va forcément changer un petit peu parce que ce n'est pas son désir. Essayons de regarder d'abord la motivation de nos actions avant d'agir. Toujours regarder ça, regarder à l'intérieur de soi. Si en répondant à ces questions on découvre qu'en fait il y a surtout de l'amour, alors à ce moment on peut agir. Il peut y avoir un peu de peur, je ne suis pas contre, c'est un moteur aussi. Il peut y avoir un peu d'intérêt, mais il doit y avoir beaucoup d'amour. Donc quand le militant agit sur la base d'une peur, il devient assez vite un peu fanatique. Quand il devient fanatique, il coupe le lien non seulement avec l'amour qu'il pourrait avoir de l'environnement naturel, mais il coupe son lien aussi avec ses frères et sœurs humaines, tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus entendre. Elles ressentent une pression. Et le militant écologiste, s'il voulait faire une bonne action, s'il voulait être constructif, il devrait commencer par cultiver l'amour, qui est un amour pour la vie. C'est un amour de la vie. L'écologie n'est pas la protection simplement de la forêt amazonienne. C'est un amour de la vie qui fait que forcément mes actions vont être plus justes, mieux inspirées. Parce que quand il y a amour de la vie, on commence à avoir une vision globale, je disais tout à l'heure, mais dans cette vision globale, il y a une vision des conséquences de ces actes. Ça, c'est un niveau qui appartient à l'intuition dans les strates de l'être. C'est une capacité d'attention qui permet naturellement d'anticiper des choses qu'on ne voit pas quand on n'est que centré sur soi-même. On anticipe que la bouteille que je jette par la fenêtre de ma voiture, au lieu de la réserver à un tri sélectif plus tard, en la laissant un petit peu à l'intérieur de la voiture, quand je fais ça, si je n'ai pas de lien avec la vie, mais au minimum un amour pour l'environnement naturel, ce que je viens de faire là, ce jet de bouteille, il n'a aucune conséquence dans ma conscience. C'est même pas une volonté de mal faire, c'est que ça n'a aucune conséquence. Donc quand on est écologiste sans conscience spirituelle, on se croit, c'est-à-dire on se dit, on se donne une identité de quelqu'un qui est proche de la nature, comme les chasseurs le font par exemple. Les chasseurs, grands protecteurs de la nature, mais grands amoureux de la tuerie des animaux. C'est pas un amour de la vie. Et le militant écologiste peut être chasseur, jeter des bouteilles par la fenêtre et garder cette identité de militant, mais être coupé de ce qui pourrait irriguer, comme je dis parfois, ou revitaliser sa conscience écologique. Une démarche intérieure qui ramène à l'âme, qui ramène à un contact, à une conscience d'abord de cette strate de l'âme dans
dans notre vie profonde. Il y a un niveau que j'appelle l'âme ou la nature profonde. Et ce niveau-là, il est toujours pour tout le monde en tout temps, mais on peut en être suffisamment pour que on finisse par ne fonctionner qu'à partir des strates émotionnelles, physiques et mentales. Et quand on est juste un être physique, mental, émotionnel, on a très peu d'amour pour la vie. On a beaucoup de peur. On est très centré sur des besoins primitifs, des besoins immédiats, des intérêts, comme je disais tout à l'heure, mais il manque cette irrigation de l'âme dans les strates superficielles de l'être. J'ai une proposition dans la démarche sur deux jambes. Je fais la proposition du contact avec l'âme, avec un voyage intérieur vers la source, vers la nature profonde, et un travail plus pointu sur la conscience de la faille. Quelque chose qui fait défaut, et si on travaille attentivement sur cette faille, il y a de grandes chances qu'on commence à s'ouvrir progressivement, si on ne l'était pas du tout, qu'on s'ouvre progressivement à la nature profonde et donc à l'amour de la vie. Donc il y a une pratique, il y a une démarche, il y a une sorte d'engagement qui n'est pas que celui de l'action, pour revenir à la question de tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une histoire d'action, c'est une histoire d'origine de l'action. Donc l'amour de la vie, c'est un amour qui inclut les poireaux et les agriculteurs. Donc celui qui tient son potager, il veut protéger ses poireaux, mais il doit, d'une certaine façon, aussi garder une forme de respect pour l'agriculteur, même s'il est en train de répandre ses pesticides. Alors, j'en sais quelque chose, c'est pas facile, parce que j'ai un potager bio et il y a des pesticides qui sont répandus pas loin. Je me suis trouvé dans la situation de ressentir ce qu'on ressent instinctivement quand on voit ce brouillard de pesticides se répandre pas très loin des poireaux, c'est qu'à ce moment-là, il y a une forme un début de crispation, au minimum, un début de crispation. On se dit, ah non, mes poireaux sont sans pesticides, je ne veux pas que ce brouillard vienne dessus. Comme je disais tout à l'heure d'ailleurs pour les oiseaux et la forêt, de ne pas créer de division à l'intérieur du vivant. Objectivement, l'agriculteur est aussi important que le poireau. Si en tant que militant, on a envie de tuer l'agriculteur, on sait qu'on est coupé de l'amour de la vie. Parce que il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer, mais ça peut aider, parce que l'agriculteur qui utilise des pesticides, il a ses propres contraintes, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'il fait ça. Mais à ce moment-là, c'est ce que je disais au sujet du militant tout à l'heure, il peut aussi se tourner vers l'agriculteur, essayer de parler avec lui, et pas de dénoncer, pas seulement de dénoncer les pesticides, parce que ça va créer une rupture, ça va renforcer la division dans le vivant entre les deux personnes. Il faut dire ce qu'on a à dire sur ce qu'on pense des pesticides par rapport à ces poireaux bio, mais il n'y a pas que ça. Il doit y avoir un respect de l'agriculteur, de l'être humain vers lequel on se tourne pour lui dire « Voilà, moi, j'ai envie d'une planète sanctuaire et je commence par mon potager. Et ce potager, il est menacé pour moi par ces pesticides-là, mais j'aimerais comprendre si vous avez d'autres possibilités, des alternatives ou pas, et si vous avez envie qu'on en parle, ou quelque chose comme ça. Ça peut prendre des formes différentes, il n'y a pas de manuel pour ça. Mais moi, je me suis trouvé dans des situations avec des agriculteurs où il y a eu des moments qui pouvaient être tendus au départ et qui ont évolué très vite vers une sorte de lien retrouvé entre moi et l'agriculteur. Donc vraiment une situation directe que j'ai vécue personnellement et que ce lien retrouvé a été beaucoup plus constructif. Donc on doit faire ce qu'on a à faire pour protéger ce qu'on aime parce que c'est une action juste, c'est comme ça que l'être humain fonctionne quand il aime, mais cet amour ne peut pas être coupé des autres, y compris ceux qu'on considère comme des ennemis de l'écologie, etc. Et ça, c'est ça la vision spirituelle. C'est-à-dire c'est une vision qui englobe tellement
qu'on dépasse, et c'est pas forcément facile, hein, c'est un travail sur soi, c'est un travail, il y a des moments, on est mis au défi quand même, quand on voit le brouillard de pesticides qui nous arrive dessus, c'est pas facile de conserver la conscience spirituelle, parce qu'on a des instincts. Mais justement, si on veut la conscience écologique, il y a une écologie globale qui inclut les autres êtres humains, les voisins. Écologie globale, ce serait une écologie, c'est de la spiritualité en fait, c'est une écologie qui dit d'abord l'amour et ensuite la matière, et pas le contraire. Et je suis pour un poireau bio, mais c'est de la matière. Et si le poireau, l'arbre de l'Amazonie, les abeilles, etc., si on prend simplement séparément des éléments du vivant et qu'on se spécialise sur cet élément et qu'on dit je veux le protéger à tout prix, y compris contre le reste de l'humanité, et que j'en fais même un plan de carrière, un ego trip, un combat qui finalement nous fait sentir à l'intérieur que le cœur s'est asséché, mais on fait semblant de ne pas le voir. À un moment donné, l'écologie est très loin. Parce que s'il y a écologie, il y a respect. Et si on ne respecte pas sa nature profonde et la vie autour de soi, on n'est certainement pas écologue. Pour moi, il y a une urgence spirituelle, avant tout. Et l'urgence spirituelle, c'est la fondation de toutes les autres actions. Écologiques, climatiques, féministes, économiques, etc. L'urgence spirituelle, ce n'est pas une urgence religieuse. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que les gens connaissent vraiment, en fait. Je dis urgence spirituelle, ça veut dire restaurer la conscience de notre nature profonde et le fait que tout ce qu'on fait devrait être fondé sur cette nature profonde. Et qu'on devrait tous le faire. Parce que même quand on y travaille individuellement, on est trop peu nombreux à le faire. Donc il y a une vraie urgence, parce qu'il y a trop peu de monde qui le fait, et que cette fondation spirituelle de l'action, elle est indispensable, bien qu'on s'en dispense actuellement, elle est indispensable pour qu'il y ait une évolution, pour qu'une évolution soit possible, écologique ou autre. La première urgence, elle est spirituelle. Elle est de reconnecter l'humain, le personnage social humain, de ces 3 couches de surface, avec ses dimensions profondes. Et actuellement, pratiquement tout le monde en est coupé, même dans les démarches spirituelles ou religieuses, il y a encore beaucoup de gens qui en sont coupés. Le personnage social a pris trop de place. Donc la première urgence, c'est celle-là. Maintenant, l'urgence climatique, elle existe aussi, comme une conséquence d'ailleurs de ce déficit spirituel, c'est que l'urgence climatique, c'est une des urgences qu'on a actuellement, parce qu'il y en a plusieurs en même temps. C'est une urgence qui vient du fait qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on ne respectait pas, et qu'on subit les conséquences de ça. Et qu'on est en danger, on est mis en danger en tant qu'espèce, en tant que la survie de notre espèce est mise en danger à cause de ça, mais pas vraiment la planète. Et donc ça, c'est aussi un paradoxe qui, à mon sens, il faut bien éclairer. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas au stade où la planète est mise en danger, mais on est au stade où nous, en tant qu'espèce humaine, on est en danger de disparition. Il y a beaucoup de gens même qui disent aujourd'hui qu'ils se demandent si on ne devrait pas disparaître, vu la bêtise collective de l'humanité. Après tout, si on veut vraiment être écologiste, autant sauver la planète et laisser partir l'être humain. Je pense que l'être humain a un potentiel spirituel intéressant, et donc ça vaut la peine de cultiver une spiritualité de l'humain en lui disant « retrouve ta nature profonde » et puis on va faire ce qu'on a à faire pour le climat, pour l'écologie, pour les relations humaines, pour l'économie, etc. Parce que c'est intéressant aussi de parler d'économie, parce que l'écologiste, il est anti-économie, anti-économiste.
comme l'économiste est anti-écologie. Et donc ce sont deux mondes, il y a encore une rupture toujours. Par rapport à sa nature profonde, c'est un hasard que quelqu'un s'intéresse que à l'économie. Et c'est un méchant. Il ne savait pas ça, mais il s'est mis dans la case des méchants. Et puis, qui, par hasard, se consacre à l'écologie, et c'est un gentil. Et l'écologiste peut être beaucoup plus méchant que l'économiste dans la vraie vie, mais il est dans la case des gentils. Et tout ça, c'est une sorte de spectacle, une sorte de pièce de théâtre, d'âges sociaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on ferait de juste, ce que serait l'action juste si c'est fondé sur une conscience spirituelle de l'humain et de la vie. Parce que peut-être qu'il y aura encore une économie, peut-être qu'elle ne serait pas si différente de ce qu'elle est maintenant, mais peut-être elle serait reliée à l'écologie et qu'il n'y aurait pas besoin de dire il y a les bons et les méchants, il y a les écologues et les économes. Ce serait la même vie qui essaye avec de la bonne volonté, de prendre soin, de se protéger, d'évoluer, de s'assouplir, de changer d'avis, de grandir. Si tout le monde veut faire ça, peu importe la niche professionnelle ou le hobby, quels que soient les colloques, les réunions, les rassemblements autour de l'écologie, aujourd'hui, ils sont tous en échec autour du climat, puisque c'est de ça qu'on parlait. Comme la conscience spirituelle dans la plupart des pays matérialistes aujourd'hui, elle est interdite, c'est-à-dire qu'on devient une secte, même les écologistes sont devenus une secte dans le regard de ceux qui ne veulent pas d'une écologie ou d'un la vie, etc. Donc on devient une secte dès qu'on fait intervenir la notion de spiritualité. Et le mot secte permet de dire, de séparer, c'est la signification du mot secte. Moi, je ne peux pas aider un militant écologiste. J'ai essayé à une époque, je me suis intéressé au groupe altermondialiste, et c'était trop radical pour eux. L'idée qu'il y ait une nature profonde, qu'il y ait une conscience spirituelle, c'était trop radical. Je m'y attendais pas, j'ai découvert que c'était trop radical pour eux, que ça leur fait peur, que ça les intéresse pas. Il y avait vraiment un fossé entre une personne intelligente, apparemment avec une sorte de révolte contre les dégâts qui sont faits sur la planète, donc quelqu'un qui me semblait intéressant, avec qui je pouvais avoir des affinités, un amour de la vie. Et j'ai découvert, en parlant avec certaines de ces personnes, qu'il fallait toujours, dans le meilleur des cas, la personne avait une sorte de conscience spirituelle, mais il ne fallait pas en parler. Et puis le pire des cas, c'est effectivement ceux qui n'ont même pas de conscience spirituelle, que ça hérisse, que ça révolte même, qu'on puisse amener une sorte de religiosité ou de spiritualité à l'intérieur du vivant. Et un combat qui n'est pas irrigué par une conscience spirituelle, c'est un combat qui est perdu d'avance. Et ça, aujourd'hui, en plus, on le sait, parce que les fameux groupes altermondialistes que j'ai rencontrés il y a 15 ans, qui me soutenaient qu'il fallait se dépêcher d'agir, donc il y a 15 ans qu'ils se dépêchent d'agir, et qu'on ne pouvait pas parler de spiritualité ou de choses comme ça, la plupart de ces groupes se sont effondrés dans des conflits d'ego, dans des impasses, un peu comme la COP26. La destinée de leur projet est toujours la même s'il n'y a pas de fondation spirituelle. Et par fondation spirituelle, je ne fais pas d'intégrisme religieux, et je ne vais même pas jusqu'à dire vous devriez croire en Dieu tous les jours. C'est même pas la question. C'est la première des spiritualités, c'est le lien, la communion avec le vivant. La première fondation spirituelle, c'est l'amour du vivant, le respect du vivant, la conscience de l'unité du vivant. Et dans cette vision de l'unité du vivant, il y a une action qui peut naître, une entreprise qui peut naître, une façon de prendre soin des autres, de l'environnement, du climat, etc., qui est complètement différente de la façon qui est pratiquée pour le moment dans le matérialisme primaire, où tout l'Occident baigne. On est complètement dans la dictature du matérialisme, et cette dictature-là gère le climat, les virus,
l'écologie, le féminisme, l'économisme, etc. Je ramène les problèmes à une question racine, c'est quelle est la conscience que j'ai du vivant. En ma démarche de la conscience de la faille, quand on a conscience d'avoir une faille, on se rend compte qu'on est piloté par des intérêts, des stratégies hyper personnelles qui cherchent à obtenir quelque chose des autres et de l'environnement. Et donc, quand on est dans ce système-là, et qu'il n'y a pas du tout d'irrigation spirituelle, de conscience spirituelle, on va dans le mur, comme on dit. C'est ça, la notion d'impasse, c'est qu'au bout de l'impasse, il y a un mur, et on se cogne contre quelque chose, et on peut continuer à faire des assemblées, des colloques, des conference of the parties, au pied du mur. Mais on ne franchira pas le mur, il faut se retourner, il faut faire un retournement, comme je dis, spirituel, à l'intérieur de soi, et revenir à la conscience de la nature profonde, pour que on devienne plus fort en tant qu'humanité, pas seulement moi individuellement ou d'autres personnes, qu'on soit plus fort en tant qu'ensemble humain pour faire les bons choix. Et là, je sais qu'on ne peut pas faire les bons choix. Et je vois des militantes que je respecte, comme Greta Thunberg, qui fait le même constat que moi. Elle dit, alors résumé des discussions, blablabla. Bla, bla. Mais oui, sauf qu'elle n'introduit pas non plus la spiritualité. Elle introduit la science. C'est bien, sauf que c'est juste une façon de renforcer la vision matérialiste. On est sincère et qu'on n'est pas en lien avec son âme, on reste coupé des solutions. Oui, mais c'est une émergence marginale, c'est-à-dire que ça émerge pas parmi les personnes décisionnaires, parmi les parties de la COP, parmi ceux qui prennent les décisions. C'est une émergence qui est coupée, il y a deux mondes. Effectivement, on peut se satisfaire du fait qu'il y a une émergence, une conscience spirituelle qui émerge, mais elle émerge là où elle émergeait déjà avant. C'est juste qu'il y a des médias qui en parlent un petit peu plus. Il faudrait que ce soit une émergence, moi ce que j'appelle l'émergence de l'âme, que ce soit éveillé parmi les décisionnaires. Et maintenant, on est dans un grand paradoxe là, parce que pour avoir envie d'être décisionnaire dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il ne faut pas être très vertueux, il faut avoir des intérêts. Quand on arrive au sommet du pouvoir, on a tendance à être quelqu'un qui n'a pas une conscience du vivant comme j'en parle, qui n'a pas un amour de la vie comme j'en parle. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'action parce qu'on est dans un monde qui est structuré par les intérêts privés, personnels, et pas par l'amour de la vie. Je n'ai pas le désir de convaincre les militants écologistes ou les autorités ou les personnes de pouvoir. Je pense qu'il faut faire un travail parce qu'on est contraint à ça, autrement on pourrait agir beaucoup plus, mais parce qu'on est marginalisé et qu'on n'est pas invité à discuter avec les puissants, on est obligé de faire des groupes de travail, animer la conscience spirituelle, animer l'émergence de l'âme, permettre des traversées qui nous sortent du système du profit, des traversées individuelles. Donc on est dans des démarches spirituelles, et moi ça c'est mon travail. Je ne suis pas un écologiste, je suis très attentif à tout ce qui se passe dans les grands courants de changement actuels, de tentatives de changement, mais je me sens à distance parce que je ne reconnais pas dans leur démarche les éléments essentiels. Ils sont absents. Et il y a des très grands courants, même en France, qui sont assez connus, dont je ne vais pas citer les noms, qui sont intéressants dans leurs projets, mais qui sont coupés de la spiritualité au sens où je l'entends. En grande partie parce qu'ils ont peur d'exprimer même leur propre spiritualité. Donc ils aseptisent leur discours pour que ça passe. Comme si le projet, c'était d'abord de passer dans les médias, que ça passe, que les médias, qu'on arrive à s'infiltrer dans les médias en parlant comme eux. Donc je comprends pourquoi on en arrive là, mais c'est sûr qu'il vaut mieux, si on veut faire un travail de fond, il vaut mieux ne pas essayer de séduire les médias,
et de ne pas être que dans les réseaux sociaux et d'essayer de faire une démarche de travail intérieur qui soit plus profonde. C'est une vision, la planète sanctuaire. On le veut, on en a envie à divers degrés. Mais pour y parvenir, il va falloir changer de paradigme, comme on dit. On va falloir sortir de ce matérialisme primaire, de ce système où on fonctionne à travers les médias et à travers les politiques, séduction des médias, séduction des politiques, comme si tout se passait à cet endroit-là, alors qu'il y a un travail de fond à faire, que ce n'est pas que une question d'action. En tout cas, de cette action-là, l'action de surface, l'action matérielle. Je ne parle pas de ça pour convaincre un écologiste, parce qu'il ne peut pas être convaincu. Dans mes groupes de travail, je parle de cultiver l'amour. Là, il s'agirait de cultiver spécifiquement l'amour du vivant. C'est encore plus explicite. Si on a l'amour du vivant, il n'y a plus de problème écologique. Il n'y a plus de problème climatique à terme. Il n'y a plus de problème économique. Il n'y a plus de problème relationnel. La vision de la planète sanctuaire, c'est une vision, et pour y arriver, il faut une conscience spirituelle. Les difficultés que j'ai moi-même dans les groupes de travail, c'est lié au fait qu'on est un petit peu seul contre tous, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a la démarche est saine, la direction est bonne, mais elle demande à ce qu'elle soit partagée, et ce qu'il y ait plus de monde qui s'engage. Autrement, même les traversées individuelles sont plus difficiles. Il y a des passages, il y a des traumatismes collectifs, il y a des traumatismes individuels sur lesquels on bute, comme une impasse aussi, parce que c'est comme si la plus grande partie de l'humanité ne s'y intéressait pas. On était coupé, on n'avait même pas la conscience de l'existence de ces traversées nécessaires. Et donc s'il y a un début de conscience de ces traversées et des débuts de traversées qui sont déjà efficaces, il manque quand même le nombre. Il y a un seuil critique de personnes qui va permettre une bascule et on n'y est pas encore. Je ne sais pas si le monde doit être changé, mais on peut le faire. Et on le fera, on ne le fera que si on ramène une conscience spirituelle. C'est un fondement. La réforme intérieure, c'était le terme que j'utilisais quand je parlais aux altermondialistes il y a 15 ans. Je disais la réforme intérieure comme préalable à toutes les démarches. Mais je pense que cette mutation pourrait être beaucoup plus rapide si on était plus nombreux à s'engager sur un plan plus profond. Alors peut-être il faut se défaire de tous les échecs religieux et spirituels du passé. Il y a trop de peur par rapport à ça. Et il faudrait comprendre ce que ça veut dire que nature profonde et spiritualité.